So our next speaker is Vera Granikov, and she's a PhD candidate at the School of Information Studies at McGill University, and she'll be presenting on collaboration in keeping up to date, preliminary result of a framework synthesis and a qualitative case study. Vera? Yeah, thank you for introducing me, Phillips. Je vais juste partager mon écran. OK, vous pouvez le voir? C'est bon? Oui. Okay, so thank you. It's great to be with you today. I will be speaking about collaboration in keeping up to date, which is the topic of my doctoral research. Je vais parler surtout en français avec quelques moments en anglais, mais mes diapositives vont être tous en anglais. Donc, je pense on se voit facilement dans le bateau avec les chercheurs et le sentiment d'être submergé par trop d'informations ou trop d'articles scientifiques. On le partage, on le connaît bien. Cet dessin et citation vient d'un article qui a été publié au début de la pandémie et on voit bien, il y a une chercheur qui dit « I'm not keeping up, it's just not possible ». Par contre, il y a cette proposition que la collaboration et le partage du fardeau, en fait, le travail qu'il faut faire pour rester à jour, peut être une solution, qui est illustrée ici avec cette citation de Frank que j'aime beaucoup, that if it is impossible to manage the whole information available on the internet alone, let us try to handle it together. Et ça, c'est vraiment la base de mon projet doctoral. Je veux explorer si, comment et pourquoi la collaboration peut nous aider à se tenir à jour avec les publications scientifiques. Mon projet a deux parties. Donc, le premier projet, c'est une revue systématique mixte avec le but d'identifier les facteurs et les effets de la collaboration et par la suite les utiliser pour adapter un cadre conceptuel existant de environmental scanning à un nouveau contexte collaboratif que j'appelle Collaborative Information Monitoring. Donc ça, c'est mes méthodes. Comme j'ai dit, c'était une revue systématique mixte. Ça veut dire que dans ma synthèse, j'ai inclus des études empiriques quantitatives, qualitatives et utilisant des méthodes mixtes. Et l'approche pour la synthèse même s'appelle Framework Synthesis. Et ça marche qu'on choisit, on trouve en fait, en faisant une revue de littérature préliminaire, on trouve un cadre conceptuel qui est assez proche à ce qu'on veut étudier, qu'on appelle the best fit or a priori framework. Et par la suite, on suit les étapes, régulières d'une revue systématique. Donc, d'une façon systématique et exhaustive, on identifie et sélectionne les études primaires pertinentes. Par la suite, j'ai extrait les données quantitatives et qualitatives et je les codais contre mon cadre conceptuel initial pour produire un cadre conceptuel révisé. Et ici, je vais parler en anglais parce que c'est plus simple pour moi avec les termes. So my best fit framework is that of environmental scanning proposed by Chun-Wei Chu. Chu, most of his research comes from an organizational context, and he was looking at environmental scanning as an activity to acquire and use information, whether it's trends or events that happen in the organization's environment. And what's important is that this knowledge is valuable to plan and to act, to plan the next steps for the organization. Chu conceptualized it as, well, there's the scanning happening, the information need going to information seeking, information use, and this process is influenced by three types of factors. So there's the situational dimensions or factors that have to do with the informational environment. So is it an environment that is very volatile? So for example,
COVID-19 is definitely a very volatile environment where there's new information and new publications that are added all the time. The other type of factors is organizational. So this could be the organizational strategy as a whole in terms of how they see their competition, you know, and how they want to act in the future. But it could also be the strategy for the scanning itself. So how alert we want to be, or for example, how broadly we want to scan, looking in different fields. And finally, there's the managerial traits. And this could be the traits of the manager for the organization or the person who is responsible for the scanning activity. So his or her personal traits will also affect this process. Donc, ce que j'ai fait par la suite, c'est vraiment les étapes des revues systématiques après des recherches dans des bases bibliographiques et aussi de citation tracking. J'ai identifié 268 résumés d'articles empiriques et avec une autre réviseur indépendante, on a fait le screening de tous les titres et résumés et aussi les textes intégrales ou le full text. Finalement, on a eu 51 études qui étaient incluses dans notre synthèse. Et c'est ça, c'est qu'est-ce que nous avons trouvé. So the three types of factors that were identified by Chu were found in the included studies. There's the external factors, or related to the information environment, the organization, and the personal factors. What I added are 5 new factor types that are related to the group. So it could be how many members are in the group. Are they working remotely or co-located? Are they working synchronously or asynchronously? How well they know each other? How clearly the roles and the tasks are divided within the group. The other type of factors are related to the system. So this could be either the features specific to the system or also usability or access. Task factors are related to what the group actually has to do. And some tasks are easier to divide up and work on as a group, while other tasks are easier to do individually. And finally, the information source factors, this really has to do what information sources are available. For example, if we're working in a group and I need to access certain information, but I have no access to that source, that will actually trigger the collaboration, and I will go and work with someone who has that access. Donc, juste pour vous donner un exemple de facteur de groupe, c'est une étude qui a été faite par Hildegard, qui regardait en fait le comportement collaboratif des étudiants gradués, et elle a vu que dans les groupes où les participants, les membres se connaissaient peu, c'était beaucoup plus difficile pour eux de trouver un consensus sur le focus de projet ainsi que l'approche à prendre comme groupe. Et c'est quelque chose qui n'était pas observé dans les groupes où les membres se connaissaient mieux. Maintenant, si on regarde les effets, encore une fois, j'ai identifié 5 types. Donc, il y a les effets qui sont liés à la performance. Donc, ça peut être que, par exemple, on a sauvé du temps, on a, comme groupe, on a réussi d'identifier plus de résultats de recherche informationnelle. Ça peut être aussi les effets cognitifs. Donc, par exemple, en travaillant en groupe avec la collaboration, on a appris de nouvelles choses, on a approfondi notre compréhension d'un phénomène. Il y a les effets comportementaux. Donc, par exemple, en travaillant en groupe, notre comportement a changé. On avait beaucoup plus de discussions ou il y avait beaucoup plus des moments d'entraide entre les participants. Il y a aussi les effets affectifs ou émotifs où, par exemple, je suis vraiment frustrée avec les membres de mon équipe ou, par contre, je suis inspirée et satisfaite de notre collaboration. Et le dernier type d'effet, c'est relationnel, relational, et c'est vraiment au niveau des relations entre les gens. Et ça peut être à l'intérieur du groupe
qui collaborent, mais aussi plus large, avec l'organisation ou la communauté. Mais cette question de relations et réseautage. Donc, quelques exemples. Une étude de Losander qui comparait les individus et les groupes et les pairs, et il a vu qu'effectivement, les pairs étaient plus vite et ils ont aussi trouvé plus de bonnes réponses aux tâches de recherche informationnelle. Et ça, c'est un exemple d'effet émotif, affectif, où un participant dans une étude dit « This isn't working. Why don't you work on your own computer? » qui vraiment parle de cette expérience. Le niveau de frustration était atteint ou c'était préférable de travailler toute seule qu'un groupe. Et en fait, ayant mon cadre conceptuel révisé, j'ai commencé la deuxième partie de mon projet, qui est une étude de cas multiples qualitatifs. Et pour définir chaque cas, en fait, pour mes cas, j'ai utilisé un système qui s'appelle ISRAP. C'est un système de veille collaborative. Avant mon doctorat et pendant, je travaille avec un groupe de recherche en médecine de famille à l'Université McGill et on a développé un système qui va aider les communautés de chercheurs, en fait, à rester à jour d'une façon collaborative. Sur ces diapos, vous voyez les grandes étapes et les composants de ce système. Donc, ça commence avec une stratégie de recherche qui est co-développée par une équipe qui est intéressée par un sujet spécifique. Par la suite, on détermine les critères de sélection, en fait, qui vont aider les membres, les guider pour savoir est-ce que c'est pertinent pour eux ou non. Le système même va être alimenté et extraire des résumés des bases de données bibliographiques. Les membres du groupe vont lire et évaluer pour pertinence les résumés qui rentrent et par la suite, ils peuvent les exporter dans EndNote ou Zotero ou disséminer, diffuser dans la communauté. Et c'est en fait pour moi mon unité d'analyse ou un cas et un projet implémenté dans le système ISRAP qui fait la veille d'un sujet spécifique. Au niveau des sources de données, c'est des entrevues, des documents comme les stratégies de recherche, les critères de sélection pour chaque groupe. Aussi, j'ai accès à toutes les données d'utilisation du système même. Pour la collecte de données, principalement, je fais les entrevues semi-structurées et par la suite, tout est analysé avec analyse thématique hybride, déductive, inductive. Donc, comme dans ma revue, j'utilise mon cadre conceptuel pour coder les données avec le cadre conceptuel, mais je suis alerte à tous les nouveaux thèmes qui émergent aussi. Donc, mes questions de recherche pour l'étude de cas multiples, c'est comment les gens engagent dans la veille collaborative avec ISRAP, c'est quoi les facteurs qui l'influencent et c'est quoi les effets. Et aujourd'hui, rapidement, je vais vous parler d'un cas qui est un groupe de 3 professionnels de recherche qui sont intéressés par les soins palliatifs dans la communauté. Donc, c'est 3 femmes. Il y a une gestionnaire de projet et 2 professionnels de recherche. Les 3 ont participé dans les entrevues et avec les 2 professionnels de recherche, il y a une qui a travaillé avec l'équipe seulement 6 mois avant l'entrevue, mais c'était vraiment elle qui a utilisé le système le plus. Et puis, il y avait une autre professionnelle de recherche que ça fait 1 an et demi qu'elle est avec le groupe et elle est vraiment beaucoup plus à l'aise avec en fait le sujet même et tous les partenaires de ce projet de recherche. Donc, ce que j'ai observé, les facteurs les plus marquants dans ce cas, c'était cette idée de confiance, trust. So the group members really trusted each other as information sources, but also as filters for information. One of the participants said, I know that my colleagues are competent and they have the expertise to recommend studies that are truly relevant and are of high quality.
Then also, so that in terms of my conceptual framework, that would be a group factor. As a system factor, having just the fact of having a system that is structured provided a method and a structure for keeping up to date. So when in interviews I asked them, what do you do to keep up to date in general? And people would say, oh boy, like, I don't know, nothing. I know I'm supposed to do this, but I don't know how. The system helped them. It told them, in a way, structured how to do it. And then also what was really important in this group is this alignment with the values, both the organizational culture and this particular research project of palliative care in the community is all about community and collaboration. So for this group, using a system that was built on a kind of, well, it was built to leverage collaboration and facilitate collaboration. It was really easy for them to adapt and adopt this new system because it was aligned with their values. In terms of outcomes, my participants reported saving time, and there's also this idea of investing time when you have it, so then you could save time later. So kind of knowing that, yes, I'm up to date on all the latest publications on this topic. I know I will save time later. Also discussion in terms of behavioral outcomes. Once again, I think the fact that they had a system and a method for keeping up to date legitimized the discussion that they would have in their smaller team of 3, but also the larger work team. And during their weekly meetings, because now they had the system and they were doing it systematically, they would include an item on the agenda for the weekly meeting to discuss the latest trends or the latest publications on their topic. And finally, as a relational outcome, there was engagement. It helped them engage with each other, but also with the larger community. And the metaphor that they kept, well, actually all 3 of them talked about it in the interviews, was this metaphor of feeding, that information was used to nourish and feed the larger community as like patient partners or citizens with who they were collaborating. So that's it for me. Thank you. Vous pouvez demander des questions en français ou en anglais. Et voici mes références. Merci. Thank you for that presentation, Vera. Do you have any question? Or you can raise your hand if you want to ask a question directly. Looks like we all understood your studies quite well. That's good. I hope my defense goes this well too. No, you're definitely gonna have some questions. Yeah, I'm gonna have some questions. All right, so thank you. Thank you so much for the presentation. Donc nous allons passer à la présentation suivante. Merci beaucoup Vera pour ta présentation qui était très très intéressante, effectivement. There's a Virginie, il y a une question dans le chat. Ah, can you say something about ISRA itself? What does it look like, etc. Sure. Well, it's true. I mean, I could log in and show you, but pretty much, well, actually, it's a system that is really tailored to the group's needs. So as I described, it depends on the search strategy that the team will choose and then on their selection criteria. So it's a platform that will be customized or tailored the way the group decides. So for example, the community that I talked about today, their dashboard is very simple because their selection criteria includes only 2 questions. All they want to know is this about palliative care in the community, and then there's another question where people could say that this is their coup de cœur. And that was a very intentional decision on their part to keep it very short and simple. And then
other groups have 10 questions, and some questions will be conditional. So if you say yes here, all these other questions will open. So in terms of their interface, it's much more complex. But fundamentally what happens is that you log in and you have a list of all the latest abstracts that have been, well, indexed in the bibliographic database, and as a result, populate the ESRAP system. And then you click on the first title that you would like to read. The abstract shows up, and then you see the screening questions that then you answer. And also one of the features that after doing the screening, and the idea is that each member, each user would do the reading and screening, you can go back to the system and say, for example, I would like the 10 latest articles that were appraised by my peers as relevant to my question. And then those 10 latest ones would show up on your screen. Bien, je pense que ça a répondu très largement à la question. Merci beaucoup, Vera. Merci pour la présentation. S'il n'y a pas d'autres